Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 27 mars 2022. Au grand mot, les grands remèdes, plus de 80 milliards de francs CFA investis en termes de renonciation à la TVA et en termes de subventions. En réponse aux cris de détresse des populations face à la cherté de la vie, le président Patrice Talon a pris le taureau par les cornes. En Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a pris une batterie de mesures sociales pour soulager les peines des populations essoufflées par la montée des prix des produits de grande consommation. Alors, ces mesures auront-elles le mérite de changer quelque chose dans le quotidien des citoyens? C'est l'un des sujets de discussion avec l'invité média. Il s'agit de Nasser Vico. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Si vous êtes victime d'un accident de circulation, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les procédures que vous devez suivre? À qui vous adresser si vous n'avez pas de moyens pour prendre en charge ou pour vous faciliter des démarches auprès de votre compagnie d'assurance? Eh bien, une organisation non gouvernementale s'occupe de ces questions pour vous apporter assistance. Comment bénéficier de ces prestations, des prestations de l'ONG AVAC Bénin? Son président sera avec nous sur ce plateau. En musique et en fin d'édition, il sera avec nous sur ce plateau, lui qui est présenté comme le promoteur de rythme Agwadja. Bessi Zolawadji est artiste, d'autres artistes de la semaine. Si vous voulez tout savoir sur l'homme, sa vision également sur la musique traditionnelle béninoise, rendez-vous juste après le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, lancement de la saison politique de la coordination PRD de la 15e circonscription électorale ce samedi à la maison du peuple d'Akbagba à Cotonou. C'était la forte mobilisation des femmes militantes du parti. L'actualité au menu des discussions, la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement. On en parle dans un instant. On parlera également de la présentation de la plateforme en ligne, des paiements, des transactions appelées Pays Dunia. Les avantages de ce service ont été exposés aux partenaires et clients du Bénin. C'était à l'occasion d'une séance tenue ce samedi à Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur les travaux de l'atelier de validation des avant-projets d'arrêté et décret d'application du titre 5 bis du Code foncier et domanial en République du Bénin. Les travaux ont démarré depuis jeudi à Grand Popo dans le département du Mono. Le grand format, on démarre avec le point de l'actualité. La coordination PRD de la 15e circonscription électorale était en activité ce samedi. Les militants, sous la direction de leurs responsables, ont effectué leur entrée politique. La maison du peuple d'Akbagba était pleine de femmes militantes du parti de Maître Adrien Hongweji. Elles ont suivi une causerie débat sur la lutte contre la cherté de la vie et les enjeux des prochaines élections législatives au Bénin. Les précisions sont avec Christian Dandeyan. C'est en choisissant de se prononcer sur les mesures du gouvernement contre la cherté de la vie au Bénin que la coordination PRD de la 15e circonscription électorale lance sa saison politique. La rentrée de ce jour mobilise les femmes militantes arc-en-ciel, toutes concernées par la thérapie du gouvernement pour amoindrir les chocs liés à l'inflation. À l'issue de nos débats, la cherté de la vie, une conjoncture mondiale, ne devrait plus être l'alibi tout trouvé par les détracteurs pour saper le moral des plus faibles de notre société. Car le gouvernement du président Patrice Talon, soucieux de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations sur toute l'étendue du territoire, a déjà mis en œuvre une batterie de mesures efficaces pour soulager les populations béninoises. Cette grand-messe politique de la session PRD de la 15e se tient à moins de 10 mois des élections législatives de janvier 2023. Les premières à organiser avec la liste électorale informatisée qui sera extraite du RAVIP. Ici, le sujet sur les enjeux de l'opération d'enrôlement complémentaire au RAVIP est abordé dans tous ses aspects. Celui qui n'a pas fait le RAVIP ne pourra pas aller aux élections. Ils ont donc raison de vous aider à bien comprendre
pourquoi il faut faire le RAVIP. Le parti, dirigé par Adrien Humbedji, travaille à ressouder les rangs pour une percée électorale, une remontada. La remontada, c'est 2 R, la réconciliation et le rassemblement. Aux mains des femmes, les dirigeants du parti remettent l'outil de reconquête. Certaines de vos compagnons ont quitté le navire, mais vous, vous êtes là. Celles qui sont parties admirent votre résilience et beaucoup voudraient revivre cette chaleur, cette amitié. En un mot, cet esprit de famille qui nous caractérise au PRD. C'est pourquoi, chaque fois que l'occasion se présentera, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur pour accueillir. Pensez seulement à la remontada. Depuis la Maison du Peuple du 3e arrondissement de Cotonou, le PRD envoie les signaux de son grand retour sur la scène politique. Responsables et militants font le pari d'exister. La présence du PRD au Parlement 9e législature est le prochain et premier objectif. Dans son chronogramme, une série d'événements majeurs avant les grandes dates. Et la date du 8 mars, on en parle toujours, vous le savez très bien, c'est la journée internationale de la femme, l'Union des jeunes leaders. Dabou Mekalavi n'est pas restée à marge de cette célébration. Les femmes membres de cette organisation sont retrouvées ce samedi pour marquer l'événement à leur manière. C'était pour elles une journée de réflexion selon Ali Momoni. Journée de réflexion, oui, mais les femmes de l'Union des jeunes leaders ont choisi de discuter directement avec les autorités de leur localité. Le chef d'arrondissement d'Abou Mekalavi, les conseillers communaux et le président du réseau AC sont les hôtes de ces dames à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Si le thème mondial est égalité aujourd'hui pour un avenir durable, celles-ci se sont plus préoccupées du rôle de la femme dans la société. Occasion pour elles de dresser le bilan. Le bilan reste donc mitigé. Être une femme dans une instance de prise de décision, c'est aujourd'hui bénéficier d'un destin d'exception. Le sous-emploi affecte beaucoup les femmes que les hommes. L'émancipation des femmes et le développement du Bénin sont les sujets principaux autour desquels se sont axées les discussions. Elles ont à cet effet formulé des doléances à l'endroit des autorités. Les doléances s'articulent sur 3 points, notamment donner aux petites exploitantes les moyens d'agir, financer les organisations de femmes engagées pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable, protéger la santé des femmes et des enfants. Le président du réseau AC parraine l'édition 2022 de la GIF des femmes de l'Union des jeunes leaders d'Abou Mekalavi. Ceci grâce à son accompagnement et son attachement à toutes les initiatives. Mais à chaque fois que j'entends votre nom, c'est toujours pour soutenir une couche sociale. C'est toujours pour soutenir une action de développement. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Vous dire merci pour tout ce que vous faites. Votre contribution au développement de notre arrondissement, de notre commune. Et pour moi, c'est un grand honneur. Et je dis infiniment merci à nos chères mamans, à mes femmes, à mes sœurs qui m'ont honoré. Je ne serai jamais fatigué de vous assister. J'ai eu à le dire, enfant, ma porte restera grandement ouverte à toutes vos doléances. Les manifestations ont pris fin par une note festive. Dans l'actualité également, les mesures sociales prises par le gouvernement face à la flambée des produits de première nécessité ou de grande consommation sont toujours en débat. Pour apporter des clarifications sur l'ensemble de ces mesures, les membres du gouvernement étaient face à la presse ce samedi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les conférenciers notent la grande satisfaction chez les consommateurs et les partenaires sociaux et annoncent que les dispositions sont prises déjà pour l'effectivité de la mise en application de ces mesures. On fait le point avec Emmanuel Anyamboussou. Face à la cherté des produits de grande consommation, réponse appropriée du gouvernement.
Si les partenaires sociaux, les responsables d'associations de consommateurs ont dans leur ensemble salué la batterie de mesures prises pour soulager le consommateur béninois, le gouvernement se veut encore plus incisif sur la pédagogie, mais aussi la démarche en vue de l'effectivité des mesures sur le marché. Tous ces efforts-là, quand on les a présentés, certains se sont interrogés tout de suite en disant « mais ils ont bien visé le pain, ils ont visé le gasoil, ils ont visé le ciment. On n'a pas entendu, en dehors du riz qu'ils ont également cité, on n'a pas entendu parler du lait, du sucre, des pâtes alimentaires et autres. » Mais quand on a bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres et qu'on voit la mesure d'abattement qui est appliquée au prix du fret aussi bien maritime qu'aérien, on comprend et on en déduit que tous les autres produits de grande consommation que j'ai cités là sont également concernés parce que ce sont des produits qui sont importés en gros volume et qui font l'objet de fret. La rencontre avec les hommes et femmes des médias ce samedi vise essentiellement à clarifier un certain nombre de points afférents aux mesures de régulation annoncées mercredi dernier en Conseil des ministres et qui, en principe, sont suivies d'effets immédiats. Les équipes sont mobilisées sur le terrain depuis déjà bientôt 10 à 15 jours pour éviter non seulement les spéculations, mais là, depuis l'annonce des mesures, pour faire respecter les prix plafonds que nous avons donc décidés et surtout pour faire respecter les prix annoncés. Les mesures ne sont pas des moindres. Les mesures structurelles qui existaient se poursuivent. Les cantines scolaires, on ne va plus les démontrer. Au contraire, nous sommes en train d'intensifier pour permettre aux enfants d'avoir au moins un repas chaud par jour. Le projet H, qui est déjà à sa phase de généralisation. Les échanges sont longuement revenus sur la vérité des prix en cours sur le marché mondial et qui appellent de la part du gouvernement béninois des dispositions idoines pour éviter une situation insoutenable aux consommateurs. Chaque citoyen doit aider aussi l'administration à réussir ce challenge, à faire en sorte que les uns, parce que plus avisés, ne profitent pas de cette crise mondiale pour faire vivre la misère à nos populations. Et notre devoir, c'est de veiller à cela. Les mesures sont prises et seront renforcées au fil des jours, avisent les conférenciers. Mais au-delà, il est un besoin réel d'information et de sensibilisation des commerçants et acheteurs. La ligne verte promise viendra à coup sûr sonner la fin de la récréation chez des commerçants véreux qui rivalisent d'imagination et n'aura aucune occasion pour contourner le dispositif de contrôle mis en place par les services des ministères concernés. Je l'ai annoncé à l'entame de cette session d'information, la plateforme en ligne des paiements des transactions appelée PayDounia a été mieux présentée aux partenaires et clients du Bénin ce samedi. La séance tenue à Cotonou a permis aux responsables de cette entreprise régionale de proposer leurs solutions digitales aux divers acteurs. Voici PayDounia. PayDounia, la solution tout en un pour les transactions financières digitalisées, se rapproche davantage des différents acteurs de l'économie béninoise. La plateforme a été exposée dans les détails les plus fins aux participants venus à ce meet-up. Elle offre la facilité d'assurer les paiements entre entreprises et structures financières mises en relation dans un espace géographique bien étendu. Les probables risques dans les transactions sont évoqués, les moyens de prévention et de résolution aussi. PayDounia s'intéresse aux entreprises, quel que soit leur niveau de digitalisation. Aujourd'hui, je pense que le Bénin s'est positionné comme étant un pays qui est aujourd'hui à la pointe de l'innovation. Quand on regarde tous les efforts qui sont faits au niveau du public, donc notamment au niveau du gouvernement en termes de dématérialisation de différents services administratifs publics, je pense que c'était tout naturel pour nous aujourd'hui de pouvoir poser nos valises ici et donc de pouvoir accompagner le gouvernement dans cette dynamique-là. L'ambition est simple, c'est de pouvoir répliquer ce qu'on a réussi à faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, donc pouvoir accompagner ces institutions publiques privées là à donc réussir les transformations digitales donc sur le chaînon, donc comme je disais tantôt, du paiement. Aujourd'hui, on a plus de 1200 entreprises qui sont clientes aujourd'hui de PayDounia avec un top 20 qui sont justement des structures corporate, donc de grandes structures qui sont à couverture multinationale. Et pour ces clients-là aujourd'hui, si je donne quelques chiffres pour l'année dernière, nous avons traité plus de 110 milliards pour ces clients-là et plus de 15 millions de transactions. Nous sommes avec PayDounia, ça fait plus de 2 ans déjà, au Bénin, au Sénégal,
au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et donc PayDunia nous permet donc de collecter des paiements. Et donc vous savez, quand vous êtes entreprise et vous vendez un service en ligne, il faut que de partout, les gens puissent acheter votre service. Quand ils veulent l'acheter, il faut que quelqu'un soit là, quelqu'un qui est habilité soit là pour collecter l'argent donc de cette transaction-là. Et quand vous avez besoin de votre argent, il faut que cette personne, en tout cas cette entreprise-là, PayDunia dans ce cas, soit à même de vous les rendre. Donc c'est ce que PayDunia fait pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, PayDunia le fait vraiment bien. Parce que déjà, ce que nous apprécions, c'est la proximité avec les fondateurs de l'entreprise. La plateforme PayDunia est en pleine expansion en Afrique occidentale et centrale. Elle compte conquérir, comme celui du Bénin, tout le marché continental. Ce que nous apportons le plus que les autres dans le domaine. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, atelier d'échange et de concertation entre la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, les partenaires étatiques, les collectivités locales, les coopérations bilatérales et multilatérales. La séance a réuni à Dassazomé les différentes parties prenantes engagées dans la mise en œuvre du projet Benkadi. L'objectif est de parvenir donc à la mutualisation des moyens d'action, la synergie et la complémentarité pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques sur les communautés. Les précisions sont avec Imet Hélène Amos. Pour un monde plus durable, résilient et inclusif, des acteurs se mobilisent davantage. À Dassa, partenaires étatiques, collectivités locales, coopérations bilatérales et multilatérales se sont réunis autour des membres de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB. Cette rencontre d'échange et de concertation est initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Benkadi. Les assises visent à créer les conditions d'une pleine participation et d'une pleine implication effective des partenaires stratégiques. Au niveau des ministères sectoriels, il y a plusieurs interventions pour renforcer la résilience des communautés. Le mal est toujours là. Le mal étant là, il faut réfléchir à des approches plus innovantes. Le présent atelier se tient dans un contexte où la mutualisation de nos moyens d'action ainsi que le renforcement de la synergie et la complémentarité entre les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les initiatives de la société civile au sens large du terme sont indispensables pour relever les défis de résilience auxquels les communautés sont confrontées face aux effets des changements climatiques dans notre pays, le Bénin. Élargie à 10 communes de 5 départements du pays, l'initiative Benkadi est lancée le 21 juin 2021 à Cotonou. Elle est initiée conjointement par la PACIB et ses homologues de la société civile burkinabé, ivoirienne, malienne et l'ONG néerlandaise World and Dad. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il vise à contribuer à l'efficacité des politiques publiques pour des solutions structurelles à la vulnérabilité des communautés face aux effets des changements climatiques. Face à ces enjeux, une kyrielle de documents, de politiques, de stratégies et d'initiatives de projets et programmes sont implémentés et actuellement mis en œuvre dans les différents secteurs les plus concernés, pour mieux juguler les contraintes de développement durable insufflées par les changements climatiques. Mais les efforts du gouvernement ne sauraient aboutir si le travail de cohésion, de coordination, de communication entre acteurs intervenants et surtout des synergies entre acteurs publics et non étatiques n'est pas renforcé pour éviter les duplications des actions et assurer la rationalisation de l'efficience des ressources disponibles. Présents à ces assises de Dassa, les différentes parties ont une fois encore été informées sur les activités prévues et les stratégies définies. Les participants ont aussi été situés sur leur rôle et responsabilités. Ce faisant, les organisateurs ambitionnent de favoriser la synergie et la complémentarité d'action. La démarche de la PACIB va permettre l'établissement d'une cartographie des projets et programmes centrés sur la BE au sein des différents ministères et structures partenaires. Sur la base des recommandations faites au terme des travaux, une feuille de route conjointe a été établie en vue de l'atteinte des objectifs du projet au Bénin.
L'atteinte des objectifs fixés par le projet promotion de la santé et droits sexuels reproductifs passe par la prise de conscience pour un changement de comportement. La deuxième phase de ce projet, lancé à Boycon, vient compléter les précédentes actions menées par divers acteurs en vue donc de promouvoir notamment chez les adolescents et jeunes des comportements sexuels sains et sûrs. D'un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA, cette deuxième phase du projet est financée par le Royaume des Pays-Bas. On va retrouver Imet Hélène Amoussou. Acteurs engagés, ils ont travaillé ces dernières années à l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, adolescentes et jeunes du Bénin. Fort des résultats, ils réaffirment ici leur engagement à poursuivre les diverses initiatives entreprises. Pour cette deuxième phase du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PSDSR, les bénéficiaires et cibles sont les adolescents, adolescentes et jeunes filles de 20 à 24 ans, des femmes en âge de procréer en plus des garçons et les hommes. La prise de conscience pour un changement de comportement ne saurait se faire remarquer dans le temps si les interventions ne se poursuivent. Les accompagnements que recevaient les jeunes et adolescents dans les établissements scolaires, dans les centres de formation professionnelle, étaient soutenus par leurs parents qui, à travers d'autres espaces de discussion. Et globalement, le déclic donné a permis de constater un début de changement de comportement. Pour ses partenaires et autres acteurs impliqués dans le projet, le concours et la collaboration des uns et des autres les 4 années écoulées ont permis d'obtenir des résultats importants. Dans les zones sanitaires couvertes par le PSDSR 1, plusieurs approches ont été développées, lesquelles ont conduit à la diminution du nombre de grossesses précoces en milieu scolaire, une confiance plus accrue des bénéficiaires aux agents de santé, mais aussi une structuration des adolescents et jeunes qui agissent désormais comme des acteurs de changement de comportement dans leur milieu respectifs. Malgré ces résultats intéressants, il y a encore des défis, comme la persistance des normes socio-culturelles, des cas de violence basés sur le genre, tant au niveau communautaire que dans les familles, les faibles accès aux services de santé sexuelle et reproductive par les adolescents et jeunes. Une deuxième phase, grâce aux efforts de nous tous, permettra d'atténuer ces défis persistants. Démarré le 1er janvier 2022, le PSDSR 2 va prendre fin le 31 décembre 2026. À terme, 91 000 adolescents, dont 44 000 jeunes filles seront impactés. Les couches cibles sont réparties dans 9 communes des départements du Mono, du Koufo, de la Donga et de la Liborie. La méthodologie de travail lors des différentes activités retenues avec les jeunes sera participative. Je voudrais nourrir l'espoir que dans la mise en œuvre de la deuxième phase, nous puissions définir l'approche et la meilleure stratégie pour accompagner davantage les victimes de violences et d'abus sexuels, notamment dans le rang des jeunes et des adolescents. Je voudrais transmettre toute la gratitude du gouvernement à l'ambassade des Pays-Bas. Financé à hauteur de 3 milliards 100 millions de francs CFA, le PSDSR 2 est mis en œuvre par CARE en partenariat avec Gracide, Afrique Mutualité et Scienson. La réussite et l'atteinte des objectifs spécifiques du projet dépendent, selon l'organisation internationale, d'une synergie d'action entre les différentes parties prenantes. Dernier sujet du point de l'actualité avant d'ouvrir la page invitée. Sachez que le second atelier de validation des avant-projets d'arrêté et décret d'application du titre 5 bis du Code foncier et domanial en République du Bénin a ouvert ses portes depuis jeudi dernier à Grand Popo dans le département du Mono. C'est le fruit de la coopération entre l'ABGF et la NDF et bien d'autres structures. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Geoffroy Messan et Florando. Au cœur de cet atelier qui ouvre ici ses portes, le titre 5 bis du Code foncier et domanial en vigueur au Bénin. Il est en effet attendu des participants réunis pour l'occasion à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, dans le département du Mono, la validation des avant-projets d'arrêté et de décret d'application de ce titre 5 bis. Point a besoin de démontrer l'importance de l'atelier qui nous réunit ce jour 24 mars 2022. En effet, la délimitation des distances des bandes de haute sécurité frontalière et de sécurité frontalière ne peut être uniforme sur toute l'étendue du territoire, car les réalités frontalières ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Prennent part aux travaux des maires et autres chefs-service
des affaires domaniales des communes frontalières situées dans les départements du Zou, du Koufo, de l'Ouémé, du Plateau et du Mono. Pour faciliter leurs tâches, il est prévu des communications sur des thématiques telles que législation sur la zone frontalière et présentation générale, des tests réglementaires sur le foncier et les projets d'arrêté et de décrets d'opérationnalisation du titre 5 bis. Cet atelier regroupe 15 communes frontalières et permettra de finaliser la phase inclusive de validation avant un compte rendu au gouvernement. Déjà, dans le cadre de l'opérationnalisation de ce titre, en lien avec la politique nationale de développement des espaces frontaliers, la BJF voit ses actions renforcées par l'introduction du concept de zone frontalière dans les stratégies de défense et de sécurisation des espaces frontaliers du Bénin avec ses voisins, surtout au regard du contexte sécuritaire des pays côtiers qui a beaucoup évolué. Cet atelier est le second du genre organisé dans la zone sud. Il est le fruit de la collaboration entre l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF, et d'autres structures. Honorables invités, l'objectif du présent atelier est de retenir de façon définitive et de manière consensuelle les bandes de haute sécurité frontalière et les bandes de sécurité frontalière. La détermination de ces deux bandes permettra au gouvernement de notre pays d'amorcer l'opérationnalisation des nouvelles dispositions du Code foncier et domanial dans les zones frontalières. L'atelier est intitulé « La propriété foncière dans la zone de sécurité frontalière ». Les travaux durent 48 heures. Merci à vous, Geoffroy Messan, pour ce reportage qui vient mettre un terme à la première partie de ce grand format dans un instant. Donc, l'invité de la semaine, Aristide Danvoyou, est assureur de formation et promoteur de l'ONG AVAC Bénin. Il vient nous dire comment son organisation apporte assistance aux victimes d'accidents de la circulation. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Eh, ouais, derrière Chakilo, Canal Plus. Autant c'est ni. Il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. LBM, notre passion vous transporte. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. Pour une meilleure
productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Quand on est victime d'un accident de la circulation, parfois on ne sait à quel sein se vouer ou quand même quand on connaît surtout la lourdeur qui caractérise les procédures d'indemnisation au niveau des compagnies d'assurance. Alors, dans ce cas, que faut-il faire? L'ONG AVAC Bénin se propose d'être un intermédiaire fiable pour vous permettre d'avoir gain de cause le plus rapidement possible. Alors, comment s'y prendre? Son président est sur ce plateau pour nous en parler. Monsieur Aristide, envoyez-vous bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup. Alors, comment peut-on présenter votre ONG? D'abord, je vous remercie beaucoup et je salue les téléspectateurs. Et il faut dire que l'ONG AVAC Bénin, de par sa définition, assistance aux victimes d'accidents de circulation, c'est une organisation qui apporte une assistance aux victimes d'accidents de circulation depuis l'hôpital jusqu'à leur indemnisation finale vis-à-vis des compagnies d'assurance. Et AVAC Bénin est une organisation qui a trois principaux objectifs, à savoir le premier objectif, c'est d'assister les victimes d'accidents de circulation depuis l'hôpital jusqu'à leur indemnisation finale vis-à-vis des compagnies d'assurance. Et le deuxième objectif, on s'est dit que le tout ne suffit pas de jouer aux pompiers après les accidents de circulation. Il faut sensibiliser la population, il faut sensibiliser les usagers de la route, et pour leur faire toucher du doigt ce que causent réellement les accidents de circulation. Et de ce pas, notre deuxième objectif est la sensibilisation des usagers de la route sur la sécurité routière. Et le troisième objectif, on s'est dit que, vous constatez avec nous que la plupart des victimes qui sont dans les hôpitaux, soit ils font des, comment dit-on, parfois c'est des durées indéterminées où ils ne peuvent pas déterminer directement à quel moment ils vont sortir de l'hôpital. Il y a des victimes qui font 1 an, qui font 6 mois, qui font 2 ans. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une victime qui fait 2 ans, 1 an à l'hôpital, il est premièrement désolidarisé de son activité principale, c'est-à-dire de ce qu'il fait. Ou bien une victime qui est diminuée, que ce soit physiquement, du fait de l'accident de circulation,
ne peut plus exercer son activité principale. D'où le troisième objectif qui est la réinsertion, d'œuvrer pour la réinsertion des victimes d'accidents de circulation dans la vie active. D'accord. Quand vous portez assistance, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et déjà, il faut dire que notre assistance porte sur... On a 3 types d'assistance. Et il y a déjà, vous savez, lorsqu'un accident survient, et la plupart des victimes sont désorientées et abattues psychologiquement. Donc, il faut leur apporter un soutien psychologique et moral. Et là, l'ONG AVAC Bénin est là. On les assiste psychologiquement et moralement. Et le deuxième type d'assistance que nous leur apportons, c'est l'assistance financière. L'assistance financière, c'est, vous savez, personne n'est assez riche pour prévoir, oui, je vais garder de l'argent ou bien je vais faire un accident au cas où non. Personne n'est assez riche pour prévoir un accident de circulation. Donc, quand ça se passe, la plupart des victimes se retrouvent dans les hôpitaux sans aucun franc. Là, l'ONG AVAC Bénin, un temps soit peu, leur apporte un soutien financier tout au moins pour les premiers soins et pour les démarches administratives, parce qu'il y a des pièces qu'on doit commencer par rassembler pour pouvoir faire valoir les droits de la victime vis-à-vis des compagnies d'assurance. Et tout ça, l'ONG prend en charge cela. Alors, quand les victimes d'accidents, comment est-ce que vous les identifiez? Comment est-ce qu'elles vous contactent en cas d'accident? D'abord, il faut dire que lorsqu'un accident de circulation survient, on distingue 3 catégories d'accidents. Il y a les cas d'accident matériel, et les cas d'accident corporel blessé et les cas d'accident corporel décès. Donc, pour chaque cas d'accident, c'est que les dossiers ne se ressemblent pas, en fait. Vous voyez. Donc, les victimes, au début, on a commencé par de bouche à oreille, c'est-à-dire on a assisté quelqu'un qui a trouvé satisfaction, dès qu'un accident de circulation se passe dans son entourage, vu que lui a trouvé satisfaction, il dit, venez, on va vous amener vers telle structure. Ça, c'est de bouche à oreille. Mais il faut dire que maintenant que l'ONG AVAC Bénin est plus en plus sur les réseaux sociaux et autres, les gens nous contactent directement par nos contacts téléphoniques ou ils viennent carrément à notre siège qui se situe derrière le commissariat Toklebe dans la zone de Akpakpa. Alors pour les victimes qui ne sont peut-être pas à jour vis-à-vis de leur compagnie d'assurance, est-ce qu'il y a des procédures spéciales pour elles? Oui, et ce que je vais demander aux victimes qui n'ont pas été qui n'ont pas encore commencé le processus, c'est de se rapprocher de nous et on va faire toutes les démarches avec eux. Puisque il faut dire que c'est des démarches où dès qu'on commence qu'on sait. Mais quand ça va finir, vraiment, on ne peut pas, surtout quand il s'agit des cas d'accidents corporels blessés, surtout quand il s'agit de ce genre de cas-là. Parce que tant que la victime n'est pas guérie, on ne peut pas dire que l'assurance ne peut pas indemniser. La victime doit être guérie d'abord, avant que l'assurance n'indemnise. Alors, quel est votre mécanisme d'intervention? Est-ce que vous faites le tour de la ville pour voir s'il y a des accidents et apporter assistance aux victimes, ou bien on vous alerte? Comment vous intervenez sur le terrain? Non, déjà, comme je viens de vous le dire, premièrement de bouche à oreille, et secondo, la victime nous contacte directement, ou bien un parent des victimes peut nous dire venez aider telle personne, ou bien une connaissance peut nous appeler venez aider telle personne, il a été victime d'un cas d'accident corporel, et nous on leur propose nos services, et c'est comme ça que nous sommes alertés. Quelles sont les relations que vous avez avec les compagnies d'assurance? Et on a de très bonnes relations, parce qu'on ne peut qu'avoir de très bonnes relations, puisque on travaille, je vais dire que on travaille en complémentarité, parce que en quelque sorte, notre rôle c'est de soigner en quelque sorte, et je ne vais pas dire qu'on soigne les images des compagnies d'assurance, mais on défend les victimes
et au niveau des compagnies d'assurance. Et donc, on ne peut qu'avoir une relation vraiment coopérante avec toutes les compagnies d'assurance. Parce que, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de problème. On collabore en parfaite symbiose avec toutes les compagnies d'assurance. Vous êtes une ONG. Où trouvez-vous les moyens pour assister les victimes d'accidents? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Et nous sommes une ONG 7, mais les moyens pour assister les victimes d'accidents de circulation, ce sont nos propres moyens. Vous cotisez? Exactement, c'est les membres de l'ONG et en fait, c'est de fonds propres. On fonctionne sur de fonds propres. C'est les membres de l'ONG, on cotise pour assister les victimes d'accidents de circulation à un moment donné. Justement, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de cette mission? Et je vous remercie encore une fois pour cette question. Les difficultés que nous rencontrons... Il y en a? Oui, il y en a. Et les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre activité sont de plusieurs ordres. Et il y a les difficultés liées aux compagnies d'assurance, les difficultés liées aux victimes elles-mêmes et enfin les difficultés liées à la police républicaine. Et si je prends les difficultés liées aux compagnies d'assurance, ce que nous constatons la plupart, c'est que c'est le non-respect des délais légaux prévus par le code CIMA au niveau des compagnies d'assurance. Deuxième difficulté, il y a la lenteur administrative que nous constatons au niveau des compagnies d'assurance concernant le traitement des dossiers sinistres. Et la troisième difficulté aussi concernant les compagnies d'assurance, c'est la lenteur administrative toujours que nous constatons au niveau des compagnies d'assurance et concernant le règlement des dossiers sinistres qui ont déjà été traités. Et enfin, peut-être la quatrième difficulté que nous constatons au niveau des compagnies d'assurance, c'est la quatrième difficulté que nous constatons au niveau des compagnies d'assurance, c'est l'intervention tardive, l'aggravation des dégâts corporels des victimes d'accidents de circulation dû à l'intervention tardive des médecins. Et il faut noter que cette intervention tardive des médecins est parfois due à la mise à disposition tardive des provisions financières pour l'intervention chirurgicale de ces victimes. De la part des compagnies d'assurance. Exactement, oui. Donc, si nous venons au niveau des victimes elles-mêmes, les difficultés que nous constatons au niveau des victimes d'accidents de circulation, la première difficulté, c'est la désorientation des victimes lors d'un accident de circulation. Vous voyez, lorsqu'un accident de circulation se passe, la plupart des victimes, même si la victime est lettrée, automatiquement, il est désorienté, ils ne savent pas à quel sein se vouer, c'est-à-dire comment procéder, ils ne savent pas. Donc, c'est la désorientation des victimes. La deuxième difficulté au niveau des victimes d'accidents de circulation, c'est la non-disponibilité des pièces d'identification de ces victimes-là. La plupart des victimes que nous avons aussi, qui viennent souvent des zones reculées du Bénin, c'est que ces victimes-là n'ont pas de pièces d'identité. Vous voyez, ils n'ont pas de pièces d'identité et ils n'ont même pas date de naissance. Donc, c'est là qu'il faut remercier le gouvernement à travers la création de la NIP pour... avec le RAVIP. Le RAVIP, exactement, puisque ça nous facilite beaucoup la tâche. Puisque par le passé, c'est très très difficile d'établir une pièce d'identité à une victime, surtout qui n'a même pas de date de naissance. Ça nous est c'est très très difficile. Alors, la troisième difficulté concernant les victimes, toujours, c'est l'illusion des victimes qui considèrent que les accidents de circulation constituent une source d'enrichissement. Vous allez voir des victimes qui ont été, vous allez voir des gens qui ont été victimes d'accidents de circulation et du fait qu'ils arrivent simplement à se retrouver
dans leur tête, c'est des millions qui les attendent. Et ils commencent par faire des projets de construction de maisons, d'achat de parcelles, ainsi de suite. Vous voyez. Or, sans oublier que les assurances de dommages fonctionnent selon le principe indemnitaire. C'est un principe selon lequel l'assureur vise à remettre l'assuré dans les conditions dans lesquelles ils étaient avant la survenance de l'accident. Vous voyez. Donc, ce n'est pas... Je donne l'exemple, par exemple. Nous sommes en train d'assister une victime qui a fait un accident où sa moto est gâtée. Et il a une moto de marque Bajaj. Et nous lui avons demandé, faites-nous le devis, amenez-nous le devis. Il nous a fait un devis de 500 et quelques mille. Et je lui ai demandé, mais la moto neuve, la coûte combien? C'est 300 et quelques mille. Mais vous nous présentez un devis de 500 et quelques mille. Vous vous imaginez? Donc, c'est une illusion que les victimes considèrent que les assurances ou bien les accidents constituent une source d'enrichissement. D'accord. Vous, votre ONG, quel type de soutien peut-être auriez-vous besoin pour pouvoir véritablement faire le travail que vous faites déjà sur le terrain? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce que nous demandons, c'est que ce soit tout soutien, toute aide est la bienvenue. Toute aide, que ce soit matérielle, financière, toute aide sera vraiment la bienvenue. Parce que nous en avons besoin. Parce que quand on parle d'accident, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde, je dis. Ça peut arriver à tout le monde. Et alors, donc, il faudrait que tout un chacun de nous, on y participe. Puisqu'on intervient dans toutes les régions du Bénin. D'accord. Oui. Et vous sensibilisez également donc, les usagers de la route. Quel rapport vous avez ou quelle collaboration avez-vous avec le Centre national de sécurité routière? Bon, je vais dire, on n'a pas encore une relation officielle, une collaboration officielle, puisque en temps, on a été invité par l'administration du Centre de sécurité routière pour nous écouter. Et on a discuté, on a fait des propositions de projets aussi. Et en tout cas, je profite de l'occasion, si vous me le permettez, bien sûr, monsieur le journaliste, de remercier vraiment le directeur général du Centre de sécurité routière, monsieur Aubin Adoukonou. Et personnellement, je le remercie pour son dévouement et pour son acharnement à la tâche. Et donc, on a foi que quelque chose est en train de se faire. Et ça va changer. Oui, exactement. Vous avez un dernier mot à dire avant de se séparer? Bon, tout ce qu'on va demander, c'est que de nous aider, de nous assister. On demande aux autorités vraiment de nous aider à pouvoir vraiment faire le travail que nous sommes en train de faire. Et ce que nous demandons aux usagers de la route, c'est que on sait que personne ne veut vouloir sortir de sa maison et se dire non, je vais faire accident. Non, c'est des faits aléatoires. Donc on leur demande vraiment prudence et de respecter, surtout respecter les codes de la route et être tolérant sur nos routes. Vraiment tolérant. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Aristide Danvouéou, président de l'ONG Assistance aux victimes d'accidents de circulation au Bénin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et du courage pour le travail que vous faites. Merci. Quelles sont les informations qui ont fait la une de l'actualité cette semaine? Vous le saurez dans un instant dans la revue de presse hebdomadaire que nous propose ce dimanche Nassis Alossé. Juste après, ne raccrochez pas, ce sera l'instant décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il s'agit de Nazer Vikou. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Christelle Kouadekon, revue hebdo. Bonjour à toutes et à tous. Dans les colonnes des journaux parus cette semaine, la réaction du gouvernement face à la hausse des prix des produits de grande consommation au Bénin. Et l'exécutif revoit à la baisse ces prix, titre la Tribune de la capitale dans sa parution de jeudi. Une information que confirme le quotidien Fraternité. Sur le riz importé par exemple, le journal nous apprend qu'un taux forfaitaire libératoire de TVA
sera toujours appliquée, ainsi que l'exonération de la TVA sur les huiles végétales importées et produites localement. À ces produits, le quotidien Le Matinal ajoute le ciment, dont les prix varient de 74 000 à 90 000 francs CFA, des prix maintenus jusqu'au 30 juin 2022. En plus du ciment et des produits vivriers, les journaux nous apprennent que le gouvernement a également décidé de suspendre la mise en œuvre du réajustement des tarifs d'électricité, et ceci jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais ces mesures ont coûté des dizaines de milliards de francs CFA à l'État. Vague de flambée des prix au Bénin, écrit en gros titre l'autre quotidien. 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir le pouvoir d'achat des Béninois. Contre la cherté de la vie au Bénin, 80 milliards de francs CFA d'appui, pointe le quotidien La Nation. Et derrière ces investissements, les journaux nous informent que les contrôles seront renforcés sur les marchés afin de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi. Et juste au lendemain de la décision du gouvernement, le quotidien La Nation est allé prendre le pôle de l'ambiance au sein des associations des consommateurs et des organisations syndicales. Et le quotidien du service public nous apprend que ces mesures sont favorablement accueillies dans le monde syndical. Lutte contre la cherté de la vie, satisfaction des consommateurs et syndicalistes, pointe La Nation. Autour de ce vent de satisfaction, le quotidien Matin Libre relève un bémol, et ceci au niveau de la centrale des syndicats autonomes CSA Bénin. Selon la publication, cette centrale syndicale se réjouit des mesures du gouvernement contre la cherté de la vie au Bénin, mais exprime des inquiétudes liées surtout à l'application de ces mesures sur le marché. Et là-dessus, le quotidien Fraternité semble apporter de l'eau au moulin de la CSA Bénin. Devant l'option applaudie des gouvernants, les commerçants véreux chercheront des formules de contournement, avertit le journal. Dans ce genre de situation, poursuit mon confrère, il crée des pénuries artificielles afin que la demande l'emporte sur l'offre et que la surenchère s'installe. Et dans certaines localités du pays, la veille des agents contrôleurs de l'État a permis de repérer quelques boutiques et quincailleries qui ont choisi de jouer à ce jeu. Du coup, elles ont été amendées ou fermées, informe la publication. Seulement, l'opération de contrôle ne couvre pas encore tout le territoire national, semble se désoler le journal pour lequel la régulation des prix des produits de grande consommation est une aubaine qui cache des risques à éviter. Le même journal nous emmène dans les hôpitaux et nous apprend que le phénomène d'exercice en clientèle privée des praticiens du public, interdit en septembre 2018, reprend de plus belle au Bénin. Profitant de la vigilance qui visiblement affaiblit, note le journal, les médecins et autres praticiens hospitaliers du public ont repris leur gymnastique macabre qui consiste à négliger les malades dans les hôpitaux où ils interviennent et sont plus prompts à aller donner le meilleur de leurs prestations dans les cliniques. Interdiction d'exercice en clientèle privée des praticiens du public, titre la publication. La vigilance affaiblit le phénomène au galop. Du coup, le décret de clarification sanitaire pris il y a 4 ans semble compter désormais pour du beurre, se désole Fraternité, qui conseille aux gouvernants de remettre en place un suivi rigoureux des présences au poste. En politique, l'actualité reste dominée par les législatives du 8 janvier 2023. Pour ce scrutin, le gouvernement rassure et l'opposition hésite, titre l'autre quotidien. Mon confrère rapporte surtout les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouedji, qui a assuré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les prochaines élections législatives soient inclusives et donc pluralistes. Et à moins de 10 mois de ces législatives, le quotidien Fraternité attire l'attention de son lectorat sur les pratiques qui caractérisent souvent cette période de pré-campagne électorale. Et selon le journal, cette période est un carrefour de promesses démagogiques. Pour gagner la sympathie des électeurs, les potentiels candidats pensent qu'ils se doivent pendant cette période de pré-campagne de leur faire miroiter ce qui les réjouirait, même s'ils n'en ont ni la capacité ni les moyens. Et aujourd'hui encore, poursuit mon confrère, le risque est grand que cette méthode fasse encore partie du jeu et constitue une recette sur la route de la 9e législature. En tout cas, si tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, il n'en demeure pas moins que les promesses démagogiques ont des revers, prévient le Canard de Ménantin. Dans le même temps, la tribune de la capitale fait observer qu'au sein de la législature actuelle, le climat est loin d'être serein. À 11 mois de la fin de leur mandat, c'est le sauve-qui-peut au sein des députés de la 8e législature, note la publication. Pour des gens qui avaient tablé sur la fin de leur mandat pour mars-avril 2023, mon confrère croit savoir qu'ils ont été pris de court par la décision de la Cour constitutionnelle
qui stipule que la date des législatives devant permettre d'élire les députés de la 9e législature est fixée au 8 janvier 2023. Du coup, les députés de cette législature ont le feu aux fesses, constate la tribune de la capitale. Le quotidien Fraternité, lui, braque ses regards sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale et affirme que c'est la 9e législature qui sera appelée à inaugurer un hémicycle au plan architectural des plus enviés. Et travailler dans un tel cadre serait naturellement de bons augures, non seulement pour maximaliser la capacité de réflexion, mais aussi de dévouement des futurs députés à la cause du développement socio-économique du pays, insiste la publication. Dans la suite de cette semaine, le quotidien Le Matinal revient sur l'évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi et estime qu'il y a nécessité de situer les responsabilités. Et déjà, mon confrère nous apprend que les directeurs généraux du CNHU, de la police républicaine et de l'agence pénitentiaire du Bénin sont interpellés. Le même journal dit attendre les éclaircissements du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou. Le journal Bénin Intelligent lui nous rappelle que Georges Bada a été condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme dans le dossier de bradage des 39 hectares de réserve administrative. Toujours dans la suite de cette semaine, le quotidien La Cloche nous apprend que Malik Gominan a apporté des clarifications au sujet du supposé détournement d'un projet par le ministre d'État Blaise Diop à Djougou. À en croire le maire de Djougou, c'est une attaque gratuite et infondée qui est organisée contre ABT. À ce jour, les études sont en cours pour déterminer les liens d'implantation de ces retenues d'eau, a laissé entendre le docteur Malik Gominan dans les colonnes du quotidien La Cloche. Alors, qui en veut à Blaise Diop s'interroge le quotidien Le Matinal. À défaut de révéler l'identité des détracteurs du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le journal voit derrière ce dossier la guerre des positionnements pour les législatives du 8 janvier 2023. À moins d'un an de ce scrutin, écrit mon confrère, les traditionnelles intrigues de la veille des élections agitent l'opinion à Djougou. En tout cas, conclut Le Matinal, le nom d'Ablaye Biotchané est cité à tort dans ce prétendu détournement d'un projet de construction de 2 barrages dans la cité d'Ekpetoni. Un point de vue que semble confirmer le journal La Boussole. Mon confrère publie ses excuses au ministre d'État Blaise Diop et au maire de Djougou, Malik Gominan, suite à sa dernière publication sur ce dossier. Nous avons été induits en erreur dans le dossier de barrage d'eau dans la commune de Djougou, peut-on lire dans les colonnes du journal La Boussole qui dit avoir causé du tort au ministre d'État Blaise Diop. Nous avons malheureusement porté atteinte à son honneur et à sa dignité, a ajouté La Boussole dans ses excuses publiques à Ablaye Diop et à Malik Gominan. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Nassissa Alossé que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Mais en attendant, place au tour d'horizon de l'actualité nationale avec l'invité média qui est déjà installé sur ce plateau. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Oui, tout à fait. Salut à tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont câblés sur Canal 3. D'accord. Vous êtes donc face au cri de cœur des populations. Le président Patrice Talon a pris donc une batterie de mesures sociales pour atténuer les souffrances donc de ses concitoyens. Avant de rentrer même dans les détails, est-ce qu'on peut dire que le hautement social promis par Patrice Talon est en fait activé? Bon, est-ce que moi je vais d'office l'affirmer? Je dirais que simplement que bon, il a un effort qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas encore ça, parce que les mesures annoncées sont en deçà des attentes des populations béninoises. Je voudrais souhaiter que le gouvernement aille au-delà de ce qui est annoncé. J'attends de voir sur le terrain, parce que au même moment, le gouvernement crie sur tous les toits, mais à certains endroits où vous allez, on vous dit que le prix du ciment est à terre, parce que je ne peux pas acheter quelque chose à 10 000 francs et que le gouvernement me dise il faut que tu vends ça nécessairement à 9 000. Non, il a ce problème-là, cette résistance-là. C'est comme ça, on a fermé des boutiques dans des régions. D'accord. Mais quand on voit au moins les produits qui sont consommés, quand on prend la farine du blé, le ciment, l'électricité, le riz, les huiles végétales, on va dire quand même que la population peut commencer par pousser un ouf de soulagement. Oui, c'est normal, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Quand on avait annoncé ce phénomène, on a dit que les prix ont augmenté. On avait annoncé les Béninois, ils sont nombreux à tirer sur la sonnette. Et le gouvernement est resté indifférent. Il a fallu que le phénomène soit là et que les réparations soient là avant de commencer à courir. Alors qu'il fallait anticiper. Les gens ont crié au début, mais le gouvernement se retrouve devant le fait accompli. Je voudrais souhaiter que les mesures qu'on a annoncées, que ça soit vraiment concret sur le terrain et que la population, dans les ménages, on peut souffler un peu. D'accord. Vous, qu'est-ce que vous aurez peut-être souhaité que le gouvernement fasse pour permettre à la population de tenir, ne serait-ce que pendant cette période de cherté de la vie? Quand je prends par exemple au niveau du prix du maïs qui a augmenté, j'aurais souhaité que le gouvernement, quelqu'un avait souhaité qu'on fasse recours à l'ONASA et qu'il ait des boutiques témoins que le gouvernement subventionne. Il faut que le gouvernement fasse l'effort d'aller à l'école de certains pays comme le Togo qui ont expérimenté ce genre de choses. Et le maïs, par exemple, dans les villages, est-ce que vous comprenez que quand je suis un commerçant, je suis un villageois, je vends parce que je suis acculé par les taxes, par les impôts, et que mon village, je quitte, je vends mon maïs à tel prix que j'arrive à Cotonou, je veux vendre ça, le gouvernement me dit non, ce n'est pas comme ça, non. Il faut que le gouvernement essaie de financer, que le gouvernement essaie de subventionner, qu'il ait des boutiques témoins. Si on a des commerçants qui vendent le maïs, le kilogramme à tel prix, et que le gouvernement, et qu'à côté, à 350 francs, qu'à côté, on est dans les boutiques témoins, on vend le maïs à 250 francs, et que les gens accourent de l'autre côté. Je crois que ce commerçant sera découragé, il sera obligé de se conformer à ce prix. C'est ce qu'il faut faire. On annonce 80 milliards, est-ce qu'on voit ça sur le terrain? Moi, je suis Saint-Thomas et c'est difficile que je peux croire à ce qui se dit dans les médias, on crie, on dit non, moi, je veux voir la preuve sur le terrain. C'est ça. D'accord. Autre sujet avec vous très rapidement, Nazer Vikou. On l'a appris depuis mercredi dernier, le domicile du candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Sébastien Adjavon a été saisi et mis sous scellé. Je précise que c'est une saisie judiciaire. Quelle analyse faites-vous de la situation? Moi, quand j'ai appris l'information comme vous, j'étais vraiment déçu. Parce que Sébastien Adjavon, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'homme, c'est un opérateur économique, un Béninois, qui a beaucoup aidé le Bénin. Quand vous vous rappelez, quand il était au pays, il payait. On l'avait même surnommé le meilleur contributeur béninois. Et il fait partie des rares opérateurs économiques qui paient régulièrement ses impôts. Depuis qu'il est parti, vous savez, le Bénin en souffre. J'aurais souhaité que le chef de l'État fasse autrement.
Dieu nous a dit il faut pardonner. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, j'aurais souhaité que le chef d'État aille au-delà de ses intentions. Pardonner Sébastien Javon, tout ce qu'il a fait, et le faire rentrer. Parce qu'on a besoin de Sébastien Javon, un opérateur économique que tout le monde connaît. On a besoin de lui à côté du chef de l'État pour faire développer le pays. Lui-même, je me rappelle très bien, pendant les élections présidentielles de 2016, il disait dans l'une de ses déclarations au stade René Prévost, vous me le permettez, ça veut dire parler, oui, ça veut dire que deux agbonos, ça veut dire deux opérateurs, deux hommes qui ont les capacités de gérer ce pays, qui ont la richesse, les deux opérateurs de se mettre ensemble. Bon, aujourd'hui, on ne se comprend pas, peut-être c'est les dissensions politiques ont fait qu'aujourd'hui, Sébastien Javon, on a dit affaire cocaïne, allez-y, mais pourquoi le domicile? Alors, on parle ici d'une procédure. Même si c'est une procédure judiciaire, j'aurais souhaité qu'on laisse Sébastien Javon qui rentre ici, rentre l'impôt, il va payer. Il a dû payer ses impôts. C'est là que je dis, la main du chef de l'État, quand il dit je suis dans le processus de réconcilier tous les Béninois. Et où se trouve cette main qu'il avait tendue à tous les Béninois? Je crois qu'on fait semblant de dire, bon, nous sommes dans le processus de réconciliation, mais dans l'on on fait autre chose. Tout comme Béninois, nous sommes vraiment déçus de ce que nous avons appris. Et il faut... le pouvoir, permettez-moi de le dire, le pouvoir est éphémère. Et le chef de l'État, le président parti doit savoir qu'il a une vie après le pouvoir. Et Sébastien Javon peut demain diriger ce pays. Il va faire de la même... Et quand il va vouloir procéder de la même manière, on va dire que c'est la chasse aux sorcières ou bien c'est un règlement de compte. Non. Il faut laisser tout ça là. Sébastien Javon, c'est un Béninois. Il faut lui permettre de rentrer au pays. Il faut lui permettre de reprendre ses activités aux côtés du chef de l'État. Au Nigeria, vous avez vu, Dangote, il a... Tout régime qu'il a, il est là. Et vous voyez ce qu'il fait au Nigeria. On a besoin de Sébastien Javon. Vous avez vu tous les milliers de chômeurs qu'il a laissé parce qu'il a laissé toute son entreprise qui s'est effondrée. Aujourd'hui, on dit que c'est une voie, c'est un processus judiciaire, et on a son domicile. Qu'est-ce qu'on veut faire avec son domicile? 169 milliards, il rentre, moi je sais qu'il peut payer. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on peut procéder. Il a une vie après tout, après le pouvoir. Voilà. En sport, avec vous pour évoluer dans le programme Journée FIFA, avant même de parler donc de la prestation des écureuils ce dimanche face à la Zambie, on va parler donc de la victoire face au Libéria. C'était 4-0. Ça va être sans doute un baptême de feu réussi pour Moussa Latondi. Bon, moi je ne dirais pas que c'est un baptême de feu réussi. Vous voyez, on prend souvent les matchs amicaux et on ne peut pas évaluer quelqu'un sur des résultats des matchs amicaux. On a gagné le Libéria. Le Libéria, c'est une équipe de seconde zone. Le Libéria est en train de reconstruire son équipe nationale. Le Libéria est parti avec des joueurs locaux parce que eux sont dans la boutique de la CAN 2025. Et que le Bénin qui a été éliminé, le Bénin qui a été laissé au cœur par rapport à la CAN 2022, la CAN 2022 arrive à battre le niveau 4. Non. Moi, je voudrais voir ces mêmes écureuils se qualifier pour la CAN 2023 de Côte d'Ivoire. Oui, parce que les matchs, on ne peut pas évaluer une équipe nationale sur les résultats des matchs amicaux. On a gagné le Libéria 4-0 tout à l'heure et vous avez eu le résultat. On a gagné la Zambie difficilement. Ce sont les Zambiens qui ont été les premiers à ouvrir le score. Je crois que moi, mon souhait pour cette équipe nationale, j'aurais souhaité que notre entraîneur, Moussa Latondi, qui a eu apporté les couleurs de l'équipe nationale, qui est un ancien international, qui a fait la pluie, le beau temps de l'équipe nationale, soit maintenu à cette sélection et qu'on passe maintenant à la reconstruction de l'équipe. 2023 est proche. On va laisser 2023. On peut ne pas se qualifier pour la CAN 2023 et penser à la CAN 2025. Pourquoi? Où est le problème? L'essentiel est qu'on arrive à avoir une équipe compétitive pour que demain, si on sent que c'est le Bénin, vous avez vu le Sénégal. Le Sénégal a fait un travail sur la durée. Aujourd'hui, le Sénégal est là. Et le Sénégal est en train de faire des résultats. Sur 7 ans, à lui, c'est après l'équipe, les gens l'ont critiqué au début. Après, ils ont rendu compte que non, il est en train de faire de bon travail. À la CAN, en 2019, ils étaient finalistes. Ils ont échoué. Mais ils ne sont pas
Ils n'ont pas dormi sur les lauriers. Ils sont revenus en 2022, ils ont gagné le trophée. C'est comme ça, c'est le travail qu'on doit faire. Au lieu de dire, bon, il faut qu'on... Est-ce que déjà ce qui est fait, on ne va pas féliciter Moussa Latoundia? Moi, je ne suis pas dans cette logique d'applaudir parce que non, moi, je ne peux pas le... C'est vrai, c'est une valeur locale. On peut le promouvoir. Comme certains l'ont fait dans d'autres pays, on peut lui adjoindre d'autres valeurs locales. Mettre en place un collectif d'entraîneurs. Vous dites que maintenant l'objectif pour vous là c'est 2025. Et on va lui laisser la main libre. J'aurais appris qu'il a signé son contrat. Et finalement il a le contrat, il gagne son salaire. Mais pourquoi ne pas lui laisser la main libre pour qu'il travaille? On va le presser peut-être après les 3 matchs amicaux parce qu'ils vont se retrouver face au Togo le mardi prochain. Peut-être on va dire bon il a des choses à revoir et puis on amène un autre Toubab qui va venir, qui ne va pas connaître les réalités du pays. Et puis je ne le souhaite pas. On va encore échouer pour la qualification et puis ça va rester là, non? Il faut qu'on fasse confiance aux valeurs locales. Moussa l'a dit, Moussa l'a toujours pour faire le travail, mais il y a d'autres valeurs qui vont l'entourer. Vous avez vu même si le Cameroun ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, ce n'est pas la fin du monde. Ils vont penser maintenant à reconstituer l'équipe. C'est comme ça. D'accord. Il y a eu de nouveaux joueurs qui ont fait leur apparition, première titularisation et qui n'ont pas démérité leur prestation. Est-ce que Moussa Latoundia à ce niveau, il n'y a pas de mérite à saluer à ce niveau? Oui, c'est un mérite et le nouveau qui est venu, après il est en train de convaincre. Tozin, là, il a encore marqué tout à l'heure. Il a encore marqué, il vient de marquer son deuxième but, c'est ce qu'il faut faire pour notre sélection nationale. Vous avez vu au Togo, l'entraîneur qui est là, il va à la recherche des valeurs. Il faut que nous-mêmes, on aille à la recherche, on aille découvrir des valeurs. Nous avons des joueurs un peu éparpillés un peu partout. Parce que tous ceux qui sont là, les Joder Dossou, les Saturiens Dagbe, ceux-ci, tous ceux-là, ils sont en train de finir, les Kalex. Ils sont en train de finir. Et bientôt, ils vont laisser la sélection nationale. Qu'est-ce que nous allons sur place? Qu'est-ce que nous allons faire pour la relève? C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut penser déjà à la relève. C'est ce qui arrive. Nous avons un championnat quand même qui tourne. Mais on a un championnat avec des vieux joueurs qu'on va chercher dans des pays voisins, et des ramassis de joueurs au Nigeria, et puis ils viennent après, on ne peut même pas les convoquer à l'équipe nationale. Nous avons des valeurs. Sur le plan local, les centres de formation sont en train de faire un travail. Il faut réorganiser ces centres de formation. Il faut les aider, il faut les soutenir. Il y a un travail qui peut être fait. Et on peut trouver quelque chose. Il a de la graine. C'est comme ça les pays comme le Sénégal l'ont fait. Les Mané, les Sadio Mané, les Salah, ils sont issus des centres de formation. C'est ce qu'il faut faire. L'Algérie qui a marqué la fois des Slimani, ce sont des joueurs de centre de formation. Les Faigouli, les Safi Taider, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous n'avons pas une politique de la formation de l'arrière. Et je voudrais inviter le ministre à ce sujet, à penser à ça, les centres de formation. Il faut investir dans les centres de formation. Il faut les réorganiser. Il est vrai, et dans nos sportifs, il y a des brebis galeuses. Mais on peut corriger et je crois que ça peut aller. D'accord, on va parler très rapidement des barrages. Le Sénégal battu, le Mali battu, le Cameroun également battu. Alors, quels sont les chances de qualification de ces équipes-là? Bon, dans un premier temps, je ferai un petit bilan pour dire que ce sont les sélections maghrébines qui sont en avant. C'est vrai, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, parce que le Maroc a réussi à arracher le nul devant le Congo chez lui. Ce n'est que la manche allée. Je crois que mardi, maintenant, on saura les vraies équipes parce que au match de ça serait vraiment ouvert. Et j'ai le sentiment que les équipes comme l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria peuvent se qualifier. Mais c'est la preuve que le football maghrébin domine l'Afrique. Parce que vous allez voir, parmi ces 10 équipes, les 5 qui vont se qualifier, la plupart ce sont trois sélections du Maghreb. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et quand vous voyez même les compétitions interclubs, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, vous allez voir c'est Al-Ali, ou bien c'est le Raja, ou bien c'est Pyramide, ou bien c'est SCTIF. Voilà des équipes. Et il a problème, il a quelque chose qui ne va au niveau de l'Afrique occidentale, mais de l'Afrique en bas de l'Austral. Donc il va falloir qu'on aille à l'école de ces équipes-là, qu'on aille à l'école de ces fédérations-là, qui font du beau boulot. Et
il n'est pas interdit d'imiter. Vous pouvez imiter quelqu'un. Maître Idriss Kari, si vous faites quelque chose qui m'intéresse, je vais chercher à copier. Je peux me rapprocher de vous et dire, bon, comment vous faites? Et dans la nuit, on peut se voir et voilà, me dire, je vais évoluer. C'est comment ça se passe. D'accord. Merci beaucoup à vous, Nazer Vikou, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci pour ce regard sur l'actualité nationale et bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, encore un seul rendez-vous et nous allons descendre. Voici l'artiste de la semaine. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Alléluia, 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 alléluia. 1921, Sova 2021, Kavetapo, Afikene Miswa, Afia Didilo, Vedome Misova, Onipwa Fafane Ilo. Olde Medio, Miguel, Mi Pogea, Mazinha. No vi chabe wa pwa fa ilo. Du rythme Agbadia rénové sur le grand format de ce dimanche avec Bessi Zolawadji. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment vous vous portez? Je vais bien. Très bien. Alors, vous êtes sur le grand format de Canal 3 Bénin, cette émission, donc le Canal 3 Bénin qui consacre une bonne partie du temps qui lui est réparti pour promouvoir les artistes locaux, quelle que soit leur dimension, leur rang, leur parcours, leur expérience et même donc leur registre. Bienvenue. Merci. Alors, que signifie Bessi Zolawadji? Quelle est la signification, quelle est l'histoire qui se cache derrière le nom? Bessi, c'est lorsque on veut chanter, il faut d'abord une très belle voix. C'est ça. Pour passer le message vers l'écouteur, c'est-à-dire l'auditeur. Et c'est par là que j'étais jeune, je ne savais pas que j'allais être artiste. Et c'est mes aînés qui m'ont surnommé Bessi Zolawadji. On était à Plakonji, je ne savais pas que c'était déjà une longue histoire et j'ai accepté. Et finalement, bon, le droit porté. Vous êtes l'un des vétérans de la musique traditionnelle béninoise. On dit que vous êtes le promoteur du rythme Agbadia. Qu'est-ce que c'est? Non, le rythme Agbadia existait depuis.
Mais seulement que lorsque nous on a touché à ça, on a vu qu'on peut apporter beaucoup de choses pour le mettre sur le plan national et international. D'ailleurs, c'est avec ce rythme que j'ai pu décrocher le trophée Kora. On va en parler. Alors, est-ce qu'on peut dire que le rythme Agbadia est né des cendres donc d'un autre style qu'on appelle avoga? Oui, mon papa fait du avoga. Je n'ai pas voulu faire du avoga comme mon papa et c'est pourquoi j'ai choisi Agbadia. C'est une danse sociale, hein? Oui, c'est une danse sociale. Ce n'est pas un rythme de couvent. C'est une musique populaire. Voilà. Alors, quelle différence peut-on faire entre Toba et Agbadia? Non, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Le Toba, c'est pour les Maquis. Le Agbadia, c'est pour les gens du Mono. Ah oui. Du Togo, du Ghana. Ça continue. C'est un rythme un peu international parce qu'il y a le Ghana qui l'utilise, le Togo qui l'utilise, le Bénin qui l'utilise. D'accord. Donc c'est un rythme. Vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Je suis déjà à 22. Hein? Ah oui? Et oui, ça fait Alors, longtemps. parmi les titres donc, de ces albums, quels sont les morceaux phares, on va dire, qui vous ont propulsé? Non, les morceaux. Est-ce qu'il y a des morceaux qui retiennent vraiment particulièrement votre attention? Mais selon moi, il n'y en a pas un parce que tous les morceaux, tout vient de vous. Tout vient de moi et je ne peux pas choisir. Les morceaux qui ont retenu l'attention, certainement, les morceaux qui m'ont aidé à avoir le trophée. Les morceaux que j'ai apportés au Kora. Parce que j'étais parti une première fois en 1999, une deuxième fois en 2000, et c'est la troisième fois en 2001 que j'ai pu décrocher. Et c'était des chansons différentes. Parlons de ce prix de Kora. Est-ce que c'est le meilleur moment de votre carrière musicale? Je dis oui. Je dis oui parce que... Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce niveau, à ce sommet? Non, qu'est-ce qui m'a... Bon, il y avait entre-temps, dans les années 2000, là, Nel Oliver, Madou, eux autres, ils doivent aller au Kora. Et puis, comme on était dans une association, nous sommes appelés à les accompagner à l'aéroport. Et c'est lorsque leur avion a décollé que l'idée m'est venue. J'ai dit, mais c'est des artistes béninois qui voyagent pour le compte du Bénin. Et pourquoi pas moi? C'est toute la question, c'est le clic. Et l'envie... La vie est arrivée à l'aéroport. Et j'ai commencé par travailler. L'année qui a suivi, j'étais parti en 2090. En 2001, c'était en Afrique du Sud. Tout est en Afrique du Sud. Oui, tout est en Afrique du Sud. Ce moment, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il vous arrive de vous rappeler de ce moment? Oui. La troisième année consécutive où j'ai commencé par me présenter au Kora, c'est en 2001 lorsque je revenais au Bénin avec mon groupe et avec le trophée à l'aéroport, j'ai constaté qu'il y a une grande foule qui m'attendait. Je dis non. Qu'est-ce qui se passe? Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a un politicien dans la région. Mais est-ce que je suis important comme ça? Je me retrouve dehors dans une grande foule avec les caméras, les journalistes. Pour vous accueillir? Pour m'accueillir, je dis je suis comme ça. Pour moi, là, c'était une passion seulement, mais finalement, c'est devenu une grande chose. D'accord. Votre père est artiste, votre mère l'est également, qui répète les chansons Kula. Que représente la musique ou la chanson au sein de votre famille? Non, la famille est comme ça, quoi. Du côté paternel, du côté de mon père, il y a plusieurs artistes, il y a même des percussionnistes, il y en a. Et du côté maternel aussi, le grand-père qui a né, ma maman au monde, pratiquement, je suis né dans deux familles qui ne font que pratiquement la musique. C'est comme ça que je suis héréditaire. D'accord. On va rigoler un peu. Un soir du 26 février 2000... bon, je vais vous laisser, vous savez déjà de quoi il parle. Une folle rumeur circule. On annonce la mort de Bissi Lourawadi. Où étiez-vous et d'où est partie la rumeur? Moi aussi, je ne comprenais rien. Le soir là, quelqu'un m'a embêté avec mon téléphone et j'ai éteint. Pour dormir, l'ignorer, j'ai éteint le téléphone.
je dormais. Et les rumeurs ont commencé à circuler. Mes enfants qui ne sont pas avec moi commencent par m'appeler. Le téléphone ne sonnait plus. C'est vrai cette information. Bon, finalement, ils ont appelé ma femme. On vient, go. On frappe à ma porte. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dormais, non? On me dit, mais tu es mort? Je dis, lorsque je dormais là, je suis déjà mort. Alors, c'est bien. Et finalement, il y a cette nuit-là même, c'est-à-dire le quartier commence à se diriger vers ma maison. Finalement, je me suis dit, ça va remplir la maison. Et j'étais sorti pour rester dehors. J'ai pris une chaise, je suis resté dehors. Quand les gens viennent là, ils me voient assis dehors là, vous. Ils détalent. Est-ce que c'est celui qui est mort ou bien quoi? Bon. Et c'est comme ça que j'ai vécu l'événement. Ça ne vous a pas traumatisé du tout? Non, ça m'a permis de savoir que le jour que la chose va se passer réellement, que c'est ainsi que ça va se passer. Ça dit que je vois que le jour où je vais mourir vraiment, parce que c'était avant là c'était amusement. Le jour que je vais mourir, c'est ainsi que les gens vont courir chez moi. Donc je vais constater que je suis aimé par la population. Le fait que de remplir l'avant, de remplir la maison, je dis, c'est bon ça, quand je vais mourir, ça va être une fête. Alors vous êtes Popo. Vous êtes né à Djebadji, oui, dans la commune de Ouida. Oui. Et on dit que vous êtes un produit du métissage culturel Koula, Renafon. Voilà. Et vous dites que là n'a pas de frontières. Oui. Pourquoi? Non. Et je suis un enfant, mais comme vous venez de le dire, ma maman est de Grand Popo. Mon papa est de Djebadji. Donc, Djebadji est dans la commune, dans le département de... Djebadji, c'est à Ouida, c'est dans l'Atlantique. C'est dans l'Atlantique. C'est dans l'Atlantique. Ma maman est de Avlo, plage. Ça, c'est le Mono. Et je suis issu de ces deux départements. Bon, finalement... Et chaque partie, vous revendiquez? Oui, voilà. Mais je suis resté trop avec la famille maternelle. Je suis plus à Grand Popo qu'à Ouida. Si bien qu'à Grand Popo, les gens m'ont adopté, c'est ma maison maternelle. À Ouida, c'est la même chose, mais à comparer les deux, je suis accepté plus à Grand Popo qu'à Ouida. La preuve en est que l'autre fois, on devait organiser un festival à Ouida, les artistes de Ouida, il y a un an là. J'étais parti, je n'étais pas bien dans ma peau lorsque je suis dans le Mono. Ça passe. Alors, la promotion du rythme Agbadja, oui, vous vous battez pour ça depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez commencé déjà par tendre la main à la jeunesse pour qu'elle puisse tenir haut le flambeau? Oui, ça c'est une très bonne question. Je tends déjà la main. J'apporte ce que je dois apporter pour que après moi, Agbadja ne soit pas du reste, que Agbadja continue. Même un de mes enfants a commencé. Pour les jeunes, ils viennent me voir et je leur dis, il ne faut pas faire comme ça. Ce que tu dois dire, il faut respecter notre moralité, il faut respecter. Parce que ton morceau, ta chanson va passer au moment où papa sera là, maman sera là, les enfants seront là. Il faut savoir les mots qu'il faut utiliser. Les jeunes aujourd'hui ne travaillent plus beaucoup, je peux le dire, parce que l'inspiration de l'artiste, c'est à peine 30%. Je le dis toujours, c'est à peine 30%. Mais les 70% pour que ça fasse un bon morceau, il faut encore travailler sur un 10%. Tu vois. Les jeunes, c'est la répétition à ne pas terminer. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent aujourd'hui à la musique traditionnelle et tout? Non. On veut faire du copie-décalé. Non, c'est pas bon pour moi. Quand vous voyez ça, vous qui vous battez pour la musique traditionnelle, qu'est-ce que ça vous fait? Non, d'abord, ils s'habillent mal. Lorsque tu fais une musique traditionnelle, il faut te conformer à tout. Du bas en haut. Il faut que tu sois vraiment traditionnel. Mais eux autres, ils ne sont pas habitués à porter des tenues traditionnelles. Ils préfèrent les jeans déchirés. Ça dit que ça ne répond pas
à la réalité. Oui, ça ne répond pas. Parce que nos parents ne s'habillaient pas comme ça pour chanter. On reste en tenue traditionnelle et on fait de la tenue traditionnelle. Mais si tu veux faire de la musique moderne et que tu es là à porter des vestes complets, ça me gêne quoi. En Afrique, on n'a pas besoin de vestes. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes aujourd'hui qui préfèrent d'autres rythmes que les rythmes traditionnels? Non, préférer un rythme sans le rythme traditionnel, c'est perdre un peu le chemin, quoi. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le tradi moderne, on fait un peu de... Oui, ça au moins, c'est un peu mieux. Mais quitter carrément la musique endogène, ancestrale, pour aller emprunter une musique coupée, décalée, les trucs des voisins, tout ça là, est-ce que ça va continuer? C'est ça que je leur demande. Lorsque tu es né dans une situation, dans une culture, ça dit que on est d'abord, qu'est-ce que je peux dire? On est ancré dedans. Depuis ton enfance, tu as été peut-être, pas, ta maman chantait ça, ton papa, les parents, tout ça. Maintenant, tu laisses tout ça pour emprunter un rythme d'autrui. D'ici à là, tu vas te perdre. C'est peut-être en fonction de la demande sur le marché. Non, il faut imposer ton produit. D'accord. On va finir en chanson. Qu'est-ce que vous nous proposez? Allez-y. On demedio. Zola. Dalele. No mi doa milawe. Be no mi doa milawe. Milawe. Si you. Si you. Si you. C'était Bessi Zolawadji, l'un des promoteurs du rythme Agbadja sur le plateau du grand format de ce dimanche. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Merci les auditeurs. Merci les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 27 mars 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Grand Popo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Bisous, bisous, nene, kissia. Bisous, bisous, nene, kissia. Papa,
mémoire des mémoires.